qui a fait tous ses pas à l'intérieur de cette société et qui est allé à la retraite et qui a été humilié. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que Oligui est un incompétent. Parce que quand il est arrivé, il aurait pu se pencher sur les vrais problèmes. Le problème d'eau et d'électricité, ce sont des problèmes très importants. Parce qu'il y va aussi du développement du pays, développement économique, social et autres. Mais il a préféré acheter des avions pour ce voyage d'apparat, alors qu'il y avait des priorités. Tout le monde sait, sans besoin de passer un concours, que la SCG a du matériel vétuste. Vous le savez tous. Pourquoi le cacher? Les résultats sont là. Les délestages ou coupures d'électricité à Libreville et à Port-Gentil, qui sont les deux grandes villes du Gabon, sont problématiques. Ça persiste et cela impacte ça impacte considérablement la vie quotidienne des habitants ainsi que les activités économiques. Mais Oligui aurait pu en faire une priorité. Il y avait des défis à relever quand Oligui est arrivé. Déjà, c'était d'abord la capacité de production industrielle. L'une des principales causes, hein, on va se dire les vérités, l'une des principales causes de délestage est l'insuffisance de la capacité de production énergétique. Disons-nous la vérité. Donc, l'une des principales causes des délestages, c'est l'insuffisance de la capacité de production énergétique. La demande en électricité dans des zones urbaines a considérablement augmenté au fil des ans en raison de la démographie, la croissance démographique. Les infrastructures existantes sont vieillissantes et ne parviennent pas à répondre à cette demande croissante. Voilà la vérité. Dans certains cas, les centrales électriques ne produisent pas suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins des ménages, des entreprises et des services publics. Et la deuxième raison, c'est la dépendance aux énergies fossiles. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Gabon dépend largement des énergies fossiles, en particulier le diesel, pour la production d'électricité. Et cette dépendance entraîne quoi? Ça entraîne plusieurs défis. OK? Il y a les coûts élevés d'importation de carburant qui pèsent lourdement sur l'économie. Il y a les problèmes d'approvisionnement en carburant pour les centrales thermiques. Il y a aussi l'autre défi, il y a l'impact environnemental, ce qui limite la viabilité à long terme de ce modèle énergétique. Troisième point, l'insuffisance des infrastructures de transport et de distribution. Même lorsque l'électricité est produite, son transport et sa distribution jusqu'aux utilisateurs finaux posent des problèmes majeurs. On ne vous le dit pas. Les réseaux électriques, souvent obsolètes, subissent d'importantes pertes d'énergie pendant la transmission. Il faut qu'on vous dise les vérités. Au lieu de dire que c'est la mafia, j'ai vu comme il accuse au départ, c'est une mafia, oh, c'est ceci, c'est là. C'est ça. Il est incompétent, il ne peut pas bien diriger le Gabon, il ne peut pas répondre aux problèmes qui se posent, les défis majeurs. Donc, les réseaux électriques qui sont obsolètes subissent des pertes importantes d'énergie pendant la transmission. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut aller discuter. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec les ingénieurs de la SCG. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Et même quand je concevais avec mes compagnons de lutte le projet de société que nous devons présenter à la présidentielle, on a pensé que ce serait une élection ouverte à tout le monde. J'ai dû travailler avec des ingénieurs de la SEEG. Donc, il y a ces problèmes-là. Et de plus, il y a des pannes fréquentes qui affectent les transformateurs et les lignes de distribution, ce qui entraîne des interruptions régulières. J'ai vécu la plupart du temps à Libreville avant de venir en exil. Ce n'est pas des problèmes nouveaux.
Et quatrième point, il y a la mauvaise gestion et le manque d'entretien. La gestion des infrastructures électriques souffre de divers problèmes, notamment un manque de maintenance des équipements, ce qui les rend vulnérables aux pannes. Il y a une coordination inefficace entre les différents acteurs du secteur énergétique. Ce sont les problèmes qui se posent aujourd'hui. Il y a aussi un autre point, des retards dans la réalisation des projets d'extension et de réhabilitation des infrastructures. Le cinquième point, et non de moindre, c'est l'impact des conditions climatiques. Les conditions climatiques jouent également un rôle important. Les fortes pluies fréquentes au Gabon, vous savez que nous sommes dans un pays à forte pluviométrie, hein, la pluviométrie est très élevée au Gabon. Donc, les fortes pluies fréquentes dans notre pays, au Gabon, endommagent les infrastructures comme les lignes électriques et les postes de transformation. Ces événements climatiques aggravent les risques de délestage, notamment pendant la saison de pluie. Vous voyez qu'entre septembre et avril, il pleut sur l'ensemble du territoire gabonais. Et un autre point qui n'est pas négligé et qui est à l'origine de la situation actuelle, ça concerne les défis de financement. Le développement du secteur énergétique dans notre pays est freiné par un manque de financement adéquat. L'État ne sort pas de l'argent. L'État se seulement récupérer ce que la SCG produit. Les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures et diversifier les sources d'énergie sont souvent limités, ce qui laisse peu de marge pour améliorer la fiabilité du réseau électrique. Disons-nous la vérité, pourquoi on essaie de fignoler? Et il y a un septième point qui est important, c'est le retard dans la transmission énergétique. Bien que notre pays dispose d'un potentiel considérable en énergie renouvelable, notamment l'hydroélectricité et le solaire, ces ressources restent largement sous-exploitées dans notre pays. La transmission vers un mix énergétique plus durable est freinée par des défis technologiques, financiers et administratifs. Mais ça, on ne va pas dire que ce sont les directeurs qu'on a vus là qui se sont succédés, qui ne font pas leur travail. Ils connaissent leur travail. Il y a des techniciens qui étaient à l'école uniquement pour ça, qui étaient dans des grandes écoles. Mais on ne leur laisse pas la marge de manœuvre. Donc, on vient vous dire ici, non, il y a sabotage. Ils sont toujours dans la théorie du complot. C'est qu'on est en train de saboter Oligui. Je vois, ce qui me choque, c'est de voir les intellectuels dire que non, à l'intérieur, il faut arrêter tous les agents, tous les responsables de la SCG, il faut les amener au B2, aller les torturer. Mais il y a un problème. Les gens qui ont fait l'école sont abrutis jusqu'à ce niveau. Au lieu de regarder la vérité en face, on veut nous faire croire que non, ce sont des gens qui sabotent l'action d'Oligui. Mais c'est quoi ça? On n'a pas eu la politique de prospection. Les différents gouvernements, que ce soit le gouvernement d'Omar Bongo ou le gouvernement d'Ali Bongo, encore ceux aussi d'Oligui, il n'y a pas une politique de prospection. On n'a pas anticipé, on n'a pas regardé l'avenir. La démographie qu'avait Libreville au moment où la SCG a été créée, ce n'est plus la même démographie aujourd'hui. Vous savez qu'il y a l'exode rural. Avec l'exode rural, les gens fuient les conditions de vie difficiles dans l'arrière-pays. Donc, ils viennent tous à la capitale pour chercher des conditions de vie plus favorables. Donc, ça augmente la démographie. Donc, la demande même en énergie. Mais on a des voyous, au lieu de dire des problèmes clairement. Ce n'est pas comme ça. Tout est à refaire. Il faut repartir à zéro pour ébaucher des perspectives d'avenir. Réfléchir comment électrifier efficacement Libreville et Port-Gentil, sinon toutes les capitales provinciales. Comment le faire? Et il faut faire asseoir des techniciens, les gens qui connaissent. Pas Oligui n'est pas militaire. Regardez la bêtise qu'il a commise. Il a envoyé des gens à acheter des groupes électrogènes. Ils n'ont pas été accompagnés par des techniciens pour dire, ah, ces groupes électrogènes-là sont bons. Ces deux groupes-là, ça peut tenir par rapport à la capacité de Libreville, ou encore le branchement ne posera pas de problème. Il a envoyé ses collaborateurs, des mafieux qui sont partis.
aller acheter des groupes électrogènes qui ne répondent pas aux attentes, qui ne sont pas adaptés à la demande de Libreville. Donc, il y a un souci. Il y a un souci. Il faut se dire la vérité. Il faut laisser les techniciens faire leur travail. Ce n'est pas le travail des militaires. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Oui, transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Pourquoi on ne laisse pas les techniciens faire leur travail? Maintenant, je vois des élungués là qui soutiennent bêtement Oligui. Ils n'arrivent pas à dire la vérité. Qu'il y a un problème, il manque de politique de prospection. Il n'y a rien. On n'a pas anticipé, on n'a pas regardé. On vit comme des hérissons qui mangent tout ce qui est autour aujourd'hui sans penser à demain, sans prévoir l'explosion démographique dans les grands centres urbains. Mais c'est ça quand on n'a rien dans la tête. C'est ça. Il y a un problème. Je disais, nous, au niveau de Pure, par exemple, quand nous avons conçu notre projet de société pour régler efficacement les problèmes d'électricité et d'eau à Libreville, nous avons été très méticuleux là-dessus. On a réfléchi comment électrifier efficacement une ville, que ce soit Libreville, Port-Gentil, Franceville, Lambaréné, Mouila, Chibanga, Makoku, Oyem, Kulamutu. Nous avons réfléchi à ça. C'est pourquoi on vous dit, mettez à la tête du pays des gens qui réfléchissent, pas des édungués. C'est ça le vrai problème. Mais vous prenez des ignares, vous mettez à la tête du pays, mais ça ne peut que produire ça. Cette incompétence notoire à répondre positivement à la demande. Il faut d'abord se poser la question, comment on fait pour électrifier efficacement une ville? Parce que l'électrification d'une ville est un projet ambitieux et essentiel pour son développement économique, social et environnemental. C'est ce qu'il faut se dire. Ce processus implique quoi? Ça implique la mise en place d'infrastructures solides, l'accès à des sources d'énergie fiables et la garantie de l'accès universel à l'électricité. Nous y avions pensé dans Pure. Réussir à électrifier une ville de manière efficace demande une planification minutieuse, l'implication des parties prenantes et l'adoption aussi des solutions durables. N'appelez pas encore, on va vous donner la parole, vous y attendez. Voilà. Donc, il y a des étapes à respecter. Moi, je discute avec des professionnels. Il y a des étapes clés pour électrifier une ville. Est-ce que ces étapes-là avaient été respectées dans le cadre de la SCG? La réponse, évidemment, c'est non. Pourquoi? Parce que les problèmes se posent aujourd'hui, on n'a pas été prévoyant. Et surtout quand on catapultait les gens à la tête de la SCG sur la base du népotisme. Parfois, il n'y avait pas de vrais techniciens. Donc, il y a des étapes clés pour électrifier une ville. Ça ne se fait pas dans le désordre. Non. La première chose, c'est quoi? C'est l'analyse des besoins énergétiques. Demandez aux techniciens, ils vont vous dire ça. Avant d'électrifier une ville, on fait d'abord une analyse des besoins énergétiques. Avant de commencer tout projet d'électrification, il est crucial de réaliser une analyse complète des besoins énergétiques de la ville. Et cette analyse inclut quoi? Cette analyse doit inclure d'abord le recensement de la population et des infrastructures existantes. OK? Vous recensez d'abord la population et puis vous recensez les infrastructures qui existent. C'est comme ça qu'on procède. Et quand on a fini cette étape-là, on passe à l'évaluation de la demande actuelle et future en électricité, en tenant compte de la croissance démographique et économique. Et je vous disais tout à l'heure, quand on a fait la SCG, ce n'était pas la même démographie aujourd'hui. C'est pourquoi quand on fait l'évaluation de la demande actuelle d'abord, combien nous sommes, mais dans 15 ans, 20 ans, combien nous serons? Et ça permet d'anticiper sur les besoins réels. Et quand on dit développement démographique, qui dit développement démographique, ça aussi développement économique, parce qu'il y a de nouvelles sociétés qui vont s'installer. Et ces sociétés vont avoir besoin d'électricité, donc de l'énergie, des énergies. Après, quand vous faites ça,
il y a l'étude des habitudes de consommation énergétique des ménages, des entreprises et des services publics. Est-ce qu'on a fait ça avec la SEEG? Moi, je suis tenté de répondre par la négative. On n'a pas fait ça. On doit faire l'étude des habitudes de consommation énergétique des ménages, des entreprises et des services publics. Combien de ménages consomment-ils? Combien les entreprises qui sont implantées consomment? Et les services publics, les différentes administrations utilisent aussi le courant et tout, et l'eau. Et sur la base de ça, on peut faire des bonnes prévisions. Et quand on a terminé cette étape, on passe au choix des sources d'énergie. Ah oui, et il y en a plusieurs sources d'énergie. Et le choix des sources d'énergie est une étape cruciale pour garantir une électrification efficace. Et on ne doit pas mégoter sur les moyens à ce niveau-là. Non, on a le choix. Soit on prend les énergies renouvelables, vous entendez parler souvent, l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou hydraulique, qui représentent des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Je vais vous parler d'énergie solaire. Pendant mes voyages dans le Gabon profond, en tant que journaliste, j'ai fait la connaissance d'Alexis Boutamba Mbina, qui était député de Tchibanga. Et je suis allé dans son fief électoral. Sur la route de Mayumba, j'ai vu que le village était électrifié, il y avait le courant. Et je lui ai posé la question, mais Alexis, comment... Et il me dit, non, c'est moi qui avais fait ça quand il était à l'éducation nationale. Les villages avaient de l'électricité. Ce n'était pas les groupes électrogènes, c'était l'énergie solaire. Il y avait des panneaux et des batteries qui accumulaient l'énergie pour alimenter les villages le soir. Mais si Alexis Boutamba Mbina a fait ça dans son fief politique, d'autres pouvaient faire ça. Le gouvernement pouvait faire l'expansion de ces programmes-là. Pourquoi? Quand on choisit l'énergie solaire, il y a des avantages. Il y a déjà la durabilité. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire est une ressource renouvelable et presque inépuisable. Donc, idéale pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Il y a, avec l'énergie solaire, il y a un faible impact environnemental. Oui, l'énergie solaire ne produit pas de gaz à effet de serre pendant son utilisation, ce qui contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique. Il y a l'avantage, il y a l'accessibilité. Les systèmes solaires peuvent être installés dans des zones éloignées et non concentrées au réseau électrique, ce qui permet un accès d'électricité même dans les régions isolées comme le fief d'Alexis Boutamba Mbina, demandé aux gens qui sont de Tchibanga, de Muguti. Sur la route de Mayumba, Boutamba Mbina Alexis, qui était député, récemment il était je crois, médiateur de la République, il a mis l'énergie solaire chez lui. Et la nuit, quand vous passez le village, il y a de la lumière. Vous savez vous-même que dans ces villages-là où il y a le Dukundu, le vampire, les gens ont peur du noir. Et quand il y a la lumière, vous pouvez vous balader même, aller d'un point à un autre dans le village. Donc, l'énergie solaire a d'autres avantages, comme le coût au personnel réduit. Une fois l'installation mise en place, les coûts de maintenance et d'opération sont généralement faibles. Bon, qui dit avantage, il y a aussi des inconvénients. OK, je peux vous en parler. Parce que je discute avec les techniciens. J'ai fait mon projet de société avec mes compagnons de lutte dans Pur là-dessus. Nous avons prévu un vaste programme d'électrification du Gabon. Et parmi donc les inconvénients, il y a la dépendance aux conditions météorologiques. Les performances des panneaux solaires diminuent par temps nuageux, par exemple, ou dans des zones peu ensoleillées. Si vous êtes dans un village qui est couvert de forêts, c'est compliqué. Donc, il y a le stockage d'énergie. Les batteries nécessaires pour conserver l'énergie solaire sont coûteuses et ont une durée de vie illimitée.
Donc, il faut prévoir. Si on dit que ça dure 15 ans ou 10 ans, il faut prévoir. Il y a le coût initial qui est élevé. Oui, l'installation des panneaux solaires et d'infrastructures connexes requiert un investissement significatif. Mais pour un pays pétrolier comme le Gabon, nous avons suffisamment d'argent. L'argent qu'on a récupéré chez les autres apparatchiks là. S'il avait consacré à ça, on aurait pu y arriver. Il y a aussi l'occupation de l'espace. Les fermes solaires nécessitent des grandes superficies, ce qui peut poser des problèmes dans des zones densément peuplées. Mais ça, c'est idéalement fait pour des zones qui ne sont pas très peuplées. OK. Bon. En France, par exemple, là où j'ai habité avant de déménager, je vivais dans une zone où qui est électrifiée à partir des éoliennes. J'ai discuté, il y a une société que j'ai trouvée qui était en train de planter ça. Il y a un technicien qui est un gars même de la ville où j'étais. Et j'ai discuté avec lui parce que moi, cette expérience-là m'intéresse. J'ai entendu les Français se plaindre, oh, ça fait trop de bruit, trop de bruit. Mais moi, j'ai habité là pendant des années, je n'ai pas entendu le bruit des éoliennes. Mais vous savez, les Français se plaignent de tout, même de rien. Donc, les éoliennes, par exemple, il y a des avantages. Pourquoi? Déjà, le premier avantage, c'est une source d'énergie renouvelable. L'énergie éolienne est une ressource propre et inépuisable, ce qui en fait donc un excellent moyen de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, comme un peu les panneaux solaires. Comme les panneaux solaires, il y a aussi l'impact environnemental, un faible impact environnemental. Contrairement aux sources d'énergie traditionnelles, les éoliennes ne produisent pas de gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement, ce qui contribue à réduire l'empreinte carbone. Vous savez, on en parle régulièrement. Et le coût d'exploitation faible. Une fois installées, les éoliennes nécessitent peu d'entretien et leurs coûts de fonctionnement sont relativement bas. OK. L'autre avantage, il y a la flexibilité d'installation. Les éoliennes peuvent être installées aussi bien sur terre que sur mer. Ah oui, retenez ça. Le cas de Port-Gentil, par exemple, ou Mayumba, on peut installer les éoliennes en pleine mer, ce qui permet l'utilisation optimale des espaces disponibles. Oui. Il y a aussi l'autre avantage que je note, c'est la création d'emplois. Oui, le développement et l'entretien des parcs éoliens génèrent de nombreux emplois, notamment dans le domaine de la construction, de la maintenance et de l'ingénierie. Bon, les inconvénients, oui, il y en a. Il y a la dépendance aux conditions météorologiques, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne est intermittente et dépend de la force du vent. Mais chez nous, le vent souffle fréquemment. On a beaucoup de vent. Donc, ça ne va pas poser un grand problème. À l'absence de vent, j'ai vu là où j'habitais, les éoliennes produisent peu ou pas d'électricité. Donc, parmi ce que mes voisins français là disaient, l'impact visuel et sonore. Les éoliennes sont souvent critiquées pour leur impact esthétique dans le paysage et elles peuvent générer donc un bruit mécanique qui dérange les habitants, comme j'ai entendu là. Mais moi, ce bruit ne m'a jamais dérangé. Peut-être parce que je viens d'un pays où il y a beaucoup de bars par kilomètre carré. J'étais habitué à écouter le bruit des bars et dormir avec ça. Donc, pour nous, au Gabon, les gens dorment avec le bruit des bars, avec le tam-tam. Ce n'est pas le bruit des éoliennes qui va les déranger. Bon, l'autre inconvénient, il y a le coût initial qui est élevé. Donc, la construction et l'installation des éoliennes demandent un investissement initial important, même si cela est compensé par des coûts de fonctionnement réduits à long terme. Bon, il y a l'impact sur la faune. Les pales des éoliennes là, peuvent constituer une menace pour les oiseaux et les chauves-souris, ce qui suscite donc des préoccupations écologiques. Bon, il y a aussi l'occupation de l'espace. Hein, les parcs éoliens nécessitent des vastes terrains pour être efficaces, ce qui peut poser donc le problème dans des zones où l'espace est limité. OK? Donc, il y a ça. Et il y a aussi
l'hydroélectricité. C'est ce qu'on utilise jusque-là presque au Gabon. À partir des barrages, on parle des barrages de Chimbélé. Mais on nous a parlé du barrage de euh, à Fougamou, le barrage de Fougamou, sur la chute de l'impératrice. Mais ça n'a jamais vu le jour. Or, l'hydroélectricité a plusieurs avantages. Déjà, c'est une source renouvelable. L'eau est une ressource naturelle renouvelable abondante, ce qui permet une production d'électricité durable sans épuiser les ressources. Il y a un faible impact environnemental. Contrairement aux sources d'énergie fossiles, l'hydroélectricité n'émet pas de gaz à effet de serre lors de son fonctionnement, ce qui contribue ainsi à la lutte contre les changements climatiques, qui est devenu aujourd'hui le cheval de bataille de toutes les nations qui se respectent. Il y a la fiabilité en ce qui concerne l'hydroélectricité. Les centrales hydrauliques sont capables de produire de l'électricité de manière constante et prévisible en fonction du débit des rivières et des barrages. On nous a posé souvent un problème en ce qui concerne Chimbélé. Quand saison sèche, le débit baisse, ce qui pose un problème. Le stockage énergétique aussi. Les barrages permettent de stocker de l'eau, pouvant ainsi répondre rapidement aux variations de demande en électricité. Les barrages stockent, quand vous voyez. Je vous montre une image. Je vais monter une image avec les barrages. On viendra, je vais le temps pour moi de placer cette image-là. Donc, quand on parle d'hydroélectricité, c'est ce qu'on utilise jusque-là, mais on n'a pas exploité toutes les potentialités que nous avons. Il y a la longévité des infrastructures. Les centrales hydroélectriques ont une durée de vie très longue, souvent supérieure à celle des autres types de centrales électriques. C'est ça l'avantage. Mais est-ce qu'on a exploité ça? Bon, il y a aussi des inconvénients. Il faut qu'on en parle. Il y a l'impact écologique. La construction des barrages peut perturber les habitats naturels, affectant la faune et les écosystèmes aquatiques. En ce moment, il y a un débat, je vous parlais tout à l'heure. Depuis 2011, dans la forêt amazonienne, au Brésil, il y a un problème là-bas. On est en train de construire. Il y a un grand barrage qu'on est en train de construire. Est-ce que je peux retrouver cette image-là? Permettez-moi de retrouver cette image-là. On est en train de construire, parce que moi je suis beaucoup. Il y a une localité qu'on appelle Belo Monte. Belo Monte, c'est dans la forêt amazonienne, mais du côté du Brésil. Il y a une centrale qui est construite là-bas. C'est celle-là que vous voyez. Elle est fortement critiquée parce que ça détruit l'habitat, ça détruit l'écosystème, la biodiversité. Et là, il y avait des Amérindiens qui vivaient dans cette zone-là. On les a déplacés. Il y a eu des milliers d'Amérindiens qui vivent dans cette zone-là. On les a déplacés. D'ailleurs, moi, j'avais signé, ils avaient fait une sorte de... un document qu'ils ont fait circuler. Comme j'ai des amis qui sont là-bas et qui diffusent sur Facebook, je suis abonné à leur page. J'ai vu, on demandait de signer la pétition. Moi, j'ai signé cette pétition. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Le projet a commencé en 2011, ça continue. Ça détruit la biodiversité. Ils ont fait déménager tous ces gens-là, on les a envoyés dans les grandes villes. Vous imaginez, les Amérindiens, beaucoup sont des aborigènes. Ils étaient habitués à leur environnement habituel et allaient maintenant, ils étaient habitués à leur environnement et maintenant, aller vivre dans les grands centres urbains, ils ne se retrouvent pas. Et il n'y a même pas eu assez de conditions de vie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils ont viré le dernier président là. C'est le président Lula qui était déjà là, qui est revenu. Ils ont voté pour Lula parce qu'il était celui-là qui leur garantit le respect de leur mode de vie ancestral. Ils respectent ça. Ils ont préféré voter pour Lula. Et ils ont viré son prédécesseur.
Donc, il y a un problème qui se pose partout en ce qui concerne les barrages là. Et il faut donc, comme le cas de Belo Monte là, bon, l'autre dit Belo Monte, mais c'est Belo Monte. Hein. À Belo Monte, il y a ce problème qui se pose. Et d'ailleurs, les Amérindiens, ils n'appellent même plus là-bas Belo Monte. Ils appellent maintenant Belo Monstre. Voilà. Pour eux, c'est venu détruire tout. Donc, c'est un monstre, ce projet-là, c'est un monstre. Au lieu d'appeler Belo Monte, ils appellent ça maintenant Belo Monstre. Donc, il y a des défis à relever au Gabon, mais on a besoin de gouvernants qui ont une vision, une politique de prospection. Hein? Ce n'est pas des blagueurs qui viennent là pour jouer. On peut rester longtemps et ergoter sur ce projet-là, mais il faut des gens sérieux. Il faut des gens sérieux. Mais Oligui n'est pas sérieux parce qu'il a privilégié d'abord les avions, les balades, acheter les maisons à l'étranger, faire des folies dispendieuses. Et il est rattrapé aujourd'hui par son étournerie, son manque de vision. Il n'a aucune vision pour le Gabon, ces messieurs. Il n'a aucune vision. Disons-nous les vérités. Il n'avait même pas. Vous avez vu que même ce projet, il demandait, il faisait l'appel au projet, non amener le projet. Donc, toi, tu as pris le pouvoir, tu n'avais pas de projet dans la tête. On ne vient pas diriger le pays en comptant sur les autres. Il faut d'abord que toi, en tant que président, tu puisses avoir une vision. Mais tu n'as pas de vision. Qu'est-ce que tu peux faire pour un pays quand tu n'as pas de vision? Oligui est dénué de toute vision. C'est pourquoi ses collaborateurs l'induisent en erreur. Et c'est une honte. On a été délivré. On a été délivré où? Non. On n'a pas été délivré. On n'a pas été délivré. Donc, vous allez manger les cailloux. Bon, moi, je ne vais pas parler pendant 2 heures. Ça fait plus de 50 minutes que je suis là. Il y a des gens qui tentent d'appeler. Maintenant, si vous voulez dire quelque chose, je vous donne la parole rapidement. Parce que franchement, c'est compliqué, quoi. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Oligui n'a aucune vision pour le Gabon. Tous, ce sont les autres qui décident. Ils volent les projets des autres. Vous avez le projet de Gabon, la société là, Gabon, Fly Gabon. Mais vous avez vu les pilotes qui sont venus vous expliquer que ce sont eux qui avaient. Vous avez vu mon frère Camille Ngoulou, vous avez vu mon frère Alexis Otse, vous avez vu aussi Jean-Paul Mombo Kassa. Voilà les gars qui étaient dans le projet, qui ont initié ça. Mais il les a roulés dans la farine. Il n'a fait que voler le projet. Mais quand vous volez le projet des gens, vous ne pouvez pas les exécuter comme vous-même. Parce que vous n'avez aucune vision. Il y a des détails qui vont manquer. Et vous vous retrouvez donc avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Et le pays est en panne de son amateurisme, de son incompétence. Disons-nous les vérités. Je vois des gens qui disent qu'ils étaient oui, la coupure. Je suis, on m'a dit. J'ai appelé plusieurs personnes. Oh non, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Je sais. Moi, j'ai vu pourquoi j'ai décidé de parler de ça. J'aurais pu me taire en disant c'est vendredi, je vais en week-end, je me balade, je vais à la plage, comme il fait très chaud là. Mais bon. Donc, c'est ça, on va prendre les appels maintenant. Oui, allô, bonsoir, bonjour. Oui, allô, le boss, bonjour. Bonjour. Ah, j'espère que tu vas bien. On est content de te revoir à l'écran. Non, je vais bien, rassure-toi. Je vais bien. Ok, super, super. Alors, donc, moi, je viens intervenir par rapport à comment vais-je dire, le choix de sources énergétiques, là, concernant l'énergie solaire. Parce que c'est un domaine que je connais pas mal. Et effectivement, c'est quelque chose que l'État pouvait choisir justement pour, comment vais-je dire, pour résoudre un peu le problème des coupures. Personnellement, j'ai un ami qui a sa société là-bas au Gabon, qui a ouvert sa société depuis au moins 4 ans, 5 ans, hein, qui fait dans l'installation de photovoltaïque, la maintenance, etc. Malheureusement, il n'y a aucun accompagnement. C'est un très bon projet, mais il n'y a vraiment aucun accompagnement concernant sa société. Et pourtant, la demande, elle est là. La demande, elle est là. Il y a des coupures tout le temps. Il y a des coupures tout le temps. Les Gabonais se plaignent qu'ils n'ont pas d'électricité à l'hôpital, etc. Mais l'État ne regarde pas ces petites entreprises-là qui viennent avec une offre et qui répond vraiment aux besoins de la population.
eux, tout ce qu'ils se contentent de faire, ben, comme vous l'avez dit, c'est d'investir dans des projets, des plaisirs farfelus qui n'ont vraiment aucun impact positif sur la vie du Gabonais lambda. Et vous avez aussi parlé du coût en fait des photovoltaïques. Effectivement, ça a un coût, c'est très cher. Parce qu'aujourd'hui aussi, je pense que l'État aussi ne veut pas se tourner vers ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'ils vont penser qu'ils seront les perdants à travers la SCG. Parce que si on voit tous les Gabonais aujourd'hui, même sur 100% des Gabonais, on voit 40% de Gabonais installer des photovoltaïques, qu'en deviendra-t-il en fait de la recette de la SCG? On ne sait pas. Après, aujourd'hui, moi, je ne sais pas si regarde un peu ce qui se passe chez les autres. Vous êtes en France, vous savez comment ça se passe là-bas. Aujourd'hui, il y a des systèmes de financement qui sont mis en place concernant même l'énergie renouvelable, surtout depuis 2022, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie à cause du problème du gaz, etc. Il y a une mise en place en fait d'un système, je crois que vous connaissez, vous recevez des appels tous les jours, l'ANA, plein de programmes qui sont mis en place pour aider les citoyens à financer justement la pose ou l'installation des photovoltaïques. Donc, si on met par exemple ce genre de système en place au Gabon, un système de crédit qui peut peut-être s'étendre sur une période de 10 à 20 ans, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération de panneaux photovoltaïques, je crois que c'est garanti jusqu'à 25 ans. Bon, après, on dit 30 ans, mais les personnes que j'ai pu côtoyer qui ont installé des photovoltaïques depuis quand même des années, ils me disent que ça peut aller jusqu'à 25 ans garanti, max. Maintenant, en 25 ans de vie, si vous mettez un programme de crédit pour des Gabonais aussi qui ont des revenus assez réguliers et assez stables, je pense que ça peut aider. Après, il y a tellement de paramètres à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, le système de logement, les panneaux photovoltaïques, on peut les installer, que ce soit au sol ou sur les toitures. Le système de logement au Gabon, je ne sais pas si ça permet vraiment d'avoir des panneaux photovoltaïques pour les particuliers. Et si aussi il y a des particuliers qui ont des photovoltaïques, si une majorité du territoire est couvert de photovoltaïques, ils peuvent même revendre cette électricité à la SCG, moyennant bien sûr un petit retour sur l'investissement qu'ils ont fait au départ. Donc, vous voyez, malheureusement, dans notre pays, on ne s'assoit pas pour réfléchir à ce genre de solution. Ouais, malheureusement. Vous voyez, ce à quoi on réfléchit, c'est comment amadouer les gens pour qu'on puisse voter pour vous. Mais le but, c'est que vous soyez les rois. Vous voulez être roi dans un royaume qui est mort. C'est quoi le problème, en fait? Je ne comprends pas. Ouais. C'est décevant.